Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un thème très important, celui de l'impact de la spiritualité dans le développement. Depuis quelque temps, on a de plus en plus de personnes sur les réseaux qui nous expliquent que pour que l'Afrique se développe, les Africains, les Noirs, doivent retourner à leur spiritualité originelle. Est-ce qu'ils ou elles ont raison de dire ça? Je vais te partager ma position là-dessus. Mais avant cela, je vais te montrer un tout petit peu l'avancement de notre bâtiment. Tu sais, il y a de cela quelques temps, on avait coffré pour pouvoir préparer une dalle que tu vois là. Et donc là, effectivement, on commence à arriver petit à petit vers la fin. Donc là, on a enlevé le coffrage, la dalle est faite, la superbe guérite est prête, quasiment. Et là, d'ici les prochains jours, il est question de terminer avec le sol en fait, hein, de mettre là, de couler ce sol-là avec du béton armé et ensuite de poser des carreaux, de crépir les murs, de peindre. Bref, on commence à approcher la fin et là tu peux voir le sol. On a enfin pu terminer le crépissage de tout le sol. Tu peux le montrer jusqu'à l'autre bout. Donc ça fait quand même 600 mètres carrés de crépissage au sol. C'est énorme. Franchement, ça a bu énormément de sacs de ciment. Tu peux voir là, au milieu, tout le tas de... le tas que tu vois là, ce ne sont que des sachets des sacs de ciment vides. Bon, on a encore un stock que tu peux voir à gauche qui va nous permettre de pouvoir faire les murs parce que maintenant, on va faire les murs de séparation. Parce que comme je te l'ai expliqué, il est question dans ce grand bâtiment de le subdiviser en trois avec pour but d'avoir là-dedans des bêtes qui ont des âges différents pour pouvoir sortir sur le marché, des bêtes à des âges à peu près séquencés, tous les 10 jours sortir des poulets de la ferme. Alors, je vais te parler de la spiritualité aujourd'hui parce que c'est un sujet éminemment important et je pense qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont dites là-dessus et comme d'habitude, certaines personnes pensent que c'est parce qu'elles font beaucoup trop de bruit qu'elles ont raison. Et je vais apporter un peu d'analyse, du moins la mienne, dans ce sujet sensible. Mais comme vous le savez bien, mon but n'a jamais été quand je prends la parole de plaire et ça ne va pas changer. Mon but c'est de dire ce que je pense, être vrai. J'ai le droit de me tromper comme chacun d'entre nous, mais j'ai quand même le droit aussi de m'exprimer. Alors, comment est-ce que se développe un pays? Comment se développe un État? Qu'est-ce qui fait qu'un État devienne puissant? Beaucoup de personnes croient en la spiritualité africaine et en réalité, je me demande si des personnes croient en la spiritualité africaine ou alors simplement rejettent le christianisme et l'islam. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand j'écoute certaines personnes que ce n'est pas tant que ça, l'amour et l'adhésion à la spiritualité africaine qui les intéressent. J'ai pour preuve le simple fait que ces propres personnes ne s'intéressent pas à leur culture locale, ils ne s'intéressent pas du tout à leur langue maternelle, ils ne savent parler aucune autre langue que le français, ne maîtrisent aucun code culturel de leur pays d'origine, mais sont les premiers à parler de la spiritualité de ces 10 pays, ce qui peut quand même être surprenant. Est-ce que la seule chose qui t'intéresse dans ton pays, c'est uniquement la spiritualité? Tu n'y vas jamais, tu ne sais pas parler la langue, tu ne connais peut-être même pas les plats ni la culture, mais tu te retrouves à devenir apôtre, prophète des spiritualités africaines. D'ailleurs, de quelle spiritualité parle-t-on? Est-ce que l'Afrique était un bloc dans lequel tout le monde avait la même spiritualité? Il est évident que non. Il est question, quand on parle souvent de spiritualité africaine, de se référer à l'Égypte antique, qui a été le summum de la civilisation noire. Il faut préciser quelque chose de très important. Et avant ça, je vais vous expliquer ma démarche de réflexion pour que vous compreniez bien ce qui va m'amener à la conclusion que je vais vous donner dans cette vidéo. Je pense que c'est un sujet très important. Donc, prenez le temps de vraiment écouter cette vidéo de A à Z pour avoir quelques arguments. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne sont chrétiens ou musulmans et parfois peuvent avoir le sentiment qu'ils n'ont rien à contredire ou ils n'ont pas d'éléments à opposer aux gens qui croient à la spiritualité africaine. Si, il y a beaucoup d'éléments à leur opposer, énormément. Et je vais essayer d'en apporter quelques-uns ici, du moins des pistes de réflexion pour qu'ils puissent davantage eux-mêmes approfondir leur expérience et leur définition des choses. Comment se développe donc un pays ou alors un continent? Et quelle est la place de la spiritualité dans ce développement-là? Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. Puisque les adeptes de la spiritualité africaine nous disent que c'est quand on va tous redevenir, quand on va tous retrouver notre spiritualité africaine que l'on pourra se développer. Il y a un livre que j'aime beaucoup en business qui m'a beaucoup aidé et qui, je pense, est vraiment utile pour quiconque a déjà une société. Si vous n'avez pas de société, ce n'est pas la peine d'aller acheter ce livre-là. Il s'appelle « De la performance à l'excellence ». C'est un livre dans lequel on explique comment faire qu'une entreprise devienne excellente, excellentissime même. Pour réaliser ce livre-là, c'est un gros challenge, n'est-ce pas? Comment expliquer, comment parvenir à théoriser sur le succès des entreprises? Pour écrire ce livre,
L'auteur s'est entouré d'un groupe de recherche et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris toutes les sociétés des États-Unis pendant, je sais pas si c'est, je crois à peu près 50 ans, peut-être même un peu plus. Ils ont étudié pendant une période d'à peu près 50 ans, je pense, les plus grandes sociétés américaines. Et ils les ont toutes analysées pour comprendre qu'est-ce qui avait fait que certaines sociétés deviennent des leaders et que d'autres déclinent. Qu'est-ce qui a fait que certaines deviennent des champions et d'autres pas. Et au terme de ça, ils sont parvenus, en analysant toutes les sociétés et les secteurs, à tirer un certain nombre d'éléments qui traduisent le succès. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, en analysant toutes les sociétés qui avaient du succès, on peut leur trouver des points communs. Et c'est génial parce qu'en les étudiant, quand tu lis ce livre, tu te rends compte qu'en fait, ils ont raison. Les éléments qu'ils ont remarqués sont des éléments qui sont propres à toutes les sociétés qui ont du succès. Et je pense que ça, c'est l'un des pièges que les gens qui nous disent qu'il faut revenir à la spiritualité africaine commettent. C'est qu'ils n'ont pas étudié, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, les succès des autres empires et des autres royaumes et dynasties dans le monde entier. Parce que si tu veux savoir comment est-ce qu'un continent, comment est-ce qu'un peuple, comment est-ce qu'un pays fait pour devenir prospère, tu ne peux pas le faire en te basant sur un seul cas et tirer des conclusions. On est d'accord? Tu dois analyser tous ceux qui ont réussi, comme le mec dans le livre là fait avec les sociétés, et comprendre quels sont les points essentiels qui caractérisaient toutes les sociétés qui ont réussi. Si après avoir fait cet exercice, tu arrives à la conclusion que toutes ces sociétés se sont développées parce qu'elles avaient une spiritualité, X, Y, Z. Alors tu peux mettre la spiritualité comme étant l'un des fondamentaux du succès. Or, quand on essaie d'étudier l'histoire des grands empires, des grands royaumes, des grandes civilisations qui ont marqué le monde entier, on se rend compte que, et il y en a beaucoup, et même en Afrique, il n'y a pas que l'Égypte antique, on se rend compte que parmi les éléments qui ont fait leur succès et leur gloire, d'après mon analyse, la spiritualité n'en fait pas partie. Oui, la spiritualité ne fait pas partie des raisons qui justifient le succès quand on regarde à l'échelle de tous les empires qui ont réussi. Je le répète, l'Égypte antique, il faut bien regarder la carte. Vous allez vous rendre compte que les royaumes qui ont dominé le monde entier appartiennent tous à peu près à la même zone. Le Proche-Orient, l'Égypte antique, fait partie de cette zone du Proche-Orient. Quand vous allez analyser cette zone-là, vous allez vous rendre compte que c'est dans la même zone qu'on a eu l'Empire ottoman, dans la même zone on a eu Babylone, dans la même zone on a eu les Perses, dans la même zone on a eu tous les grands empires qui ont dominé le monde à une époque. Ils appartenaient tous ils sortaient tous à peu près de la même zone. Qu'est-ce qui a donc fait que tous ces empires-là, à un moment donné, puissent devenir des leaders dans le monde? Est-ce que la spiritualité avait un rôle dans ça? Je suis persuadé que non. Et j'en ai pour preuve le fait qu'aujourd'hui, quand vous allez regarder les États qui sont les plus puissants dans le monde, ils ne sont pas puissants à cause de leur spiritualité. Si les États devaient être puissants à cause de leur spiritualité, alors l'État le plus puissant au monde aujourd'hui s'appellerait l'Inde. Il y a difficilement un peuple plus spirituel que l'Inde. J'ai été en Inde et c'est effrayant de voir à quel point les Indiens sont imbibés de leur spiritualité. Dès le plus bas âge, on est grandi vite dans la spiritualité. Et pourtant, les Indiens sont loin d'être les plus puissants dans le monde entier. Revenons donc à cette analyse-là. Beaucoup ne le savent peut-être pas. Mais en Afrique, juste en dessous de l'Égypte, il y a un royaume qui s'appelait Kush. Et ce royaume-là a défait l'Égypte à plusieurs reprises. À tel point qu'il y a même eu un pharaon Kush noir qui dirigeait l'Égypte. Oui, alors attention, l'Égypte a pu contrecarrer plus tard et a chassé Kush, à tel point qu'il y a même eu pas mal de guerres entre les deux. Le royaume de Kush et le royaume d'Égypte. Qu'est-ce qui faisait la force des Kushites? C'était leur capacité à pouvoir maîtriser les technologies d'armement. Les Kushites étaient très bons là-dedans. Ils étaient tellement bons qu'ils ont signé des pactes avec l'Empire romain et c'est grâce à leurs alliances que l'Empire romain est allé faire des conquêtes dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les Kushites avaient maîtrisé la technologie qui leur permettait de pouvoir être très bons en armement. Et vous allez vous rendre compte que la plupart, pour ne pas dire la totalité des royaumes qui se sont imposés à un moment donné dans le monde entier, se sont souvent imposés grâce à leur maîtrise
d'une ou de plusieurs technologies. La maîtrise de la technologie a toujours été très déterminante dans l'ascension et la domination d'un peuple. Vous n'avez qu'à regarder tous les peuples que vous connaissez. Vous allez vous rendre compte que les peuples les plus puissants dans le monde, même jusqu'aujourd'hui, sont les peuples qui technologiquement sont les plus avancés. Les États-Unis sont plus avancés que tout le monde. Et ceux qui les suivent de très près, c'est la Chine. Et voilà pourquoi ces deux-là se partagent le gâteau. Et vous allez vous rendre compte que ça a toujours été comme ça. L'Allemagne de Hitler, qui bottait les fesses à tout le monde, dominait technologiquement, scientifiquement, le monde. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup de chercheurs de l'Allemagne nazie sont allés aux États-Unis et c'est eux qui ont contribué à rendre les États-Unis ce qu'ils sont devenus. Par exemple, Einstein, c'est un Allemand qui travaillait pendant l'époque de l'Allemagne nazie. Donc vous avez comme ça beaucoup de scientifiques allemands qui sont allés aux États-Unis parce qu'ils ne voulaient pas du régime d'Hitler et que les États-Unis étaient pour eux une porte de sortie pour aller travailler là-bas. Les pays qui veulent se développer se battent pour maîtriser la technologie. Et vous allez vous rendre compte que l'Égypte dont on parle, l'Égypte qui a dominé le monde à un moment donné, a dominé le monde parce qu'à un moment donné, l'Égypte maîtrisait la technologie. L'Égypte maîtrisait la science. Les gens venaient apprendre en Égypte, pas la spiritualité égyptienne, les mathématiques. Vous n'avez qu'à voir les gens comme Thalès et Pythagore qui sont venus apprendre en Égypte et beaucoup d'autres illustres scientifiques de leur époque sont venus apprendre en Égypte, non pas la spiritualité, mais les mathématiques et autres. À tel point que si le secret de la réussite de l'Égypte c'était sa spiritualité, alors Thalès et Pythagore seraient venus apprendre la spiritualité et ils seraient revenus en Europe enseigner la spiritualité. Mais ils ne sont pas venus enseigner la spiritualité parce qu'ils ont compris que ce qui faisait la force de l'Égypte, c'était sa prédominance dans le domaine scientifique. L'Égypte maîtrisait la technologie, maîtrisait la science. Et c'est parce qu'elle maîtrisait ces domaines-là qu'elle est parvenue à dominer le monde à son époque. Ils maîtrisaient tellement la science que certains de leurs ouvrages, j'ai nommé les pyramides, plus de 2000 ans plus tard, restent encore des mystères pour beaucoup de scientifiques dans le monde. Est-ce que l'Égypte était un peuple spirituel, hautement spirituel? Est-ce que les Perses étaient un peuple spirituel, hautement spirituel? Est-ce que Babylone était un peuple spirituel, hautement spirituel? Est-ce que l'Empire ottoman était spirituel, hautement spirituel? Est-ce que Rome était spirituel, hautement spirituel? Mais tous ces peuples-là, ne l'oubliez pas, quand ils dominaient le monde entier, dominaient d'autres peuples qui eux aussi avaient des spiritualités. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que j'ai une spiritualité, parce que si ce n'est que ça, alors tous les peuples qui ont une spiritualité devraient être des leaders dans le monde. Or, ce n'est pas le cas. On a pris le cas de l'Inde. On peut prendre le cas même des Africains. Il y a beaucoup de pays en Afrique dans lesquels il y a des spiritualités traditionnelles. Mais on peut le voir, même dans nos pays aujourd'hui. Les endroits dans lesquels il y a le plus de spiritualité traditionnelle ne sont pas les endroits dans lesquels il y a le plus de développement. Le développement vient là où il y a la technologie, là où il y a la science, là où il y a les finances pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Donc, personnellement, je ne suis pas convaincu par la thèse qui nous fait croire qu'il faut que l'on retourne à nos spiritualités. Et ensuite, quand j'analyse le monde de manière un peu ouverte, je me dis, mais de quelle spiritualité est-ce qu'on parle? Parce que quand je regarde les traditions africaines, la spiritualité africaine, vous pensez qu'elle n'évolue pas? Je sais qu'il y a des gens qui, dans leur tête, pensent que le christianisme est une religion européenne. C'est archi faux. Vous n'avez qu'à regarder un tout petit peu l'histoire et vous allez vous rendre compte que le christianisme ne vient pas d'Europe. Et il sort là aussi du Moyen-Orient. Israël, Jérusalem, tout ce que vous voulez. Il sort de là. Alors certaines personnes disent même qu'il vient d'Afrique, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un a pris un couteau pour s'en servir pour tuer les gens que le couteau devient l'ennemi juré? Non. J'ai lu la Bible plusieurs fois, je suis moi-même chrétien, j'ai lu le Coran, et je n'ai vu nulle part dans la Bible ou dans le Coran un quelconque verset ou une sourate qui prône la paresse ou qui prône la pauvreté. En réalité, je pense qu'on fait un faux procès au christianisme. Des gens se sont servis du christianisme pour coloniser, c'est vrai. Des gens se sont servis de l'islam pour esclavagiser, c'est vrai.
Mais reprenez bien l'analogie que je viens de prendre du couteau. Le couteau peut servir à la cuisine et il est excellent dans ce rôle, où le couteau peut servir pour tuer les gens. Quand on lit le texte biblique, rien dedans ne valide le fait que des prêtres puissent être pédophiles. Aucun texte biblique ne dit ça. Aucun texte biblique ne dit qu'un pape doit exister. Aucun texte biblique ne dit qu'un pape doit ordonner l'esclavage. Aucun texte ne valide ça. À partir du moment où un pape valide l'esclavage, à partir du moment où un pape valide le fait qu'un être humain esclavagise un autre, le pape lui-même se met à l'écart par rapport à l'écrit biblique. Et dire cette vérité fait mal peut-être à certaines personnes, mais elle demeure vraie. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, et je passe pas mal de mon temps sur ce continent, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. C'est le fait que des gens se servent, une fois de plus, de ces livres-là aujourd'hui. Hier, c'était les colons qui s'en servaient pour coloniser. Aujourd'hui, ce sont des frères et sœurs noirs qui s'en servent pour tromper le peuple. On a des églises qui pilulent à gauche à droite, dans lesquelles des pasteurs, pseudo-pasteurs, arnaquent les populations. Est-ce que la Bible leur demande de rouler en carrosse sur le dos de leurs fidèles? Non. Ils se servent du livre pour se créer une vie. Aussi simple que ça. Mais ce type d'analyse un peu approfondie, elle est apparemment beaucoup trop pour beaucoup de gens. Les gens aiment bien des réponses faciles. Les gens aiment bien des ennemis faciles. Ils aiment qu'on leur dise, l'ennemi, c'est qui? C'est le blanc. Ah oui, il y a des gens, malheureusement, qui pensent que leur ennemi, c'est le blanc. Ils ne savent pas que leur ennemi, c'est l'oligarchie. Ils ne savent pas que leur ennemi, c'est le colonialisme. Ils croient que dès que tu es blanc, tu es un ennemi. C'est absurde comme raisonnement. D'autant plus que certains d'entre eux vivent en Europe et prennent des aides. Voilà la mentalité de certaines personnes. Sachons déterminer les bons ennemis si on veut gagner la bataille. Et pour que ce continent se développe. Vous pouvez aller dans un pays dans lequel il y a beaucoup plus d'églises que l'Afrique. C'est le Brésil. Vous êtes allé au Brésil? Moi, je suis allé au Brésil. J'ai fait mon MBA au Brésil. Au Brésil, il y a des églises comme dans des bars. C'est aligné, les églises. Mais le Brésil est une puissance émergente. Il est dans les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le développement d'un peuple passe d'abord par sa maîtrise de l'outil technologique. Les Américains, c'est un peuple éminemment chrétien. Il se proclame en tout cas. Le président prête serment sur la Bible. Tout le temps que les Américains parlent, ils mettent Dieu dedans. Et ils font référence à la Bible. Et pourtant, ils sont la première puissance mondiale. Est-ce que leur spiritualité, leur croyance est incompatible avec leur développement? Non. Mais d'autres pays, en Europe, ou même en Amérique, croient en la Bible. Les Mexicains croient en la Bible. Est-ce que c'est pourtant que le Mexique est une puissance? Non. Donc les amis, moi je pense que, une fois de plus, on veut nous amener là où le débat n'est pas. Mon analyse est de penser que tel que je vois la situation du continent africain aujourd'hui, on ne reviendra pas aux spiritualités africaines. Il faut se dire la vérité. Les gens peuvent faire un peu de remous, un peu de show, un peu de discussion autour de ça. C'est bien. C'est bien. Parce que derrière ça, je pense qu'il y a plutôt une volonté pour les Africains de retourner à leurs sources et à leurs traditions et à leur culture. Mais dire qu'on va recommencer avec la spiritualité africaine, je pense qu'on n'est pas prêt. Quand j'observe la situation sur notre continent aujourd'hui, à faire un tel retour. Par contre, je veux vous mettre en garde sur quelque chose. C'est que le continent dans lequel nous vivons devient un continent dans lequel il y a de plus en plus de mélanges. On a des Chinois, des Indiens qui sont de plus en plus présents ici, des Libanais. Dans 100 ans, vous pensez que l'Afrique sera encore noire, uniquement de noirs? Non. Projetons-nous. À quoi va ressembler l'Afrique dans 100 ans, dans 200 ans? L'Afrique va être métissée, comme l'Europe l'est aujourd'hui. L'Afrique va être métissée parce que c'est ici que les gens viennent maintenant pour chercher des poches de croissance. Donc, dans quelques années, on va avoir tellement d'étrangers sur le continent africain, tellement d'Asiatiques, tellement de mélanges que le continent africain, noir pour noir, comme on le voit aujourd'hui, va être plus possible. Parce que ces Chinois qui viennent ne repartent pas. Ils se marient ici, font des enfants ici. Et au bout de 3-4 générations, les Chinois vont commencer à se marier avec des Camerounais, avec des Ivoiriens, avec des Congolais. Ça va se mixer, tôt ou tard, comme les Chinois ont commencé à se mixer avec les Français. Au début, les Chinois restaient entre eux. Maintenant, on a des couples chinois-français de plus en plus. Donc, l'Afrique va se métisser, qu'on le veuille ou non. Et donc, quelle spiritualité on va avoir?
Dites-moi un peu, et je terminerai là-dessus. Vous avez vu quel peuple s'est développé aujourd'hui en 2020 parce qu'il allait chercher la spiritualité qu'il avait il y a 2000 ans. Dites-moi, quand les Européens sont devenus les rois du monde, avec Rome, est-ce que les Romains sont allés prendre la spiritualité qu'il y avait en Europe il y a 2000 ans? Vous pensez que les Européens n'avaient pas de spiritualité de base? Et pourtant, ils ne sont pas allés rechercher une spiritualité qui datait d'il y a 2000 ans. Vous pensez que les Chinois, la spiritualité chinoise dont on parle tant aujourd'hui, vous pensez qu'elle est la même que la spiritualité chinoise il y a 2000 ans? Non! Tous les spécialistes de la Chine peuvent vous le dire. Non! En réalité, les peuples évoluent. Un peuple n'est pas statique. Les peuples évoluent. Le peuple qu'on appelle Cameroun aujourd'hui ne sera pas le même qu'on appellera Cameroun dans 1000 ans. Le peuple qu'on appelle Chine aujourd'hui n'est pas le même que la Chine il y a 2000 ans. La Chine c'est l'un des peuples qui a été le plus divisé au monde. Il y a eu tellement de guerres en Chine entre eux. Donc, de quoi est-ce qu'on nous parle quand on nous dit spiritualité africaine, il faut retourner à ça? Que certains adeptes veuillent retourner à cela, bien sûr qu'ils peuvent. Bien sûr que c'est leur droit le plus absolu. Et s'ils veulent recruter des gens dans leur mouvement, bien sûr qu'ils peuvent. Chaque secte a le droit d'être créée et d'avoir ses adeptes. Ils ont le droit, bien sûr. Mais dès qu'on commence à nous dire que pour qu'on se développe, il faut qu'on aille à la spiritualité africaine, à mon avis, on est en train de nous faire une fausse promesse. Parce qu'il y a des peuples sur cette terre qui sont très attachés à leur tradition, à leur spiritualité et qui sont pauvres comme tout. Clairement. On peut prendre un exemple chez nous. Les pygmées. Ce sont les plus authentiques africains. Ils sont restés attachés à leur tradition, à leur culture, à leur style de vie. Et qu'est-ce qu'on observe? Ils sont parmi les plus pauvres du pays. Les pygmées ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école. Il y a un combat dans le pays pour que les enfants pygmées aillent à l'école. Les pygmées refusent que leurs enfants aillent à l'école. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ils combattent l'éducation. Voilà donc un peuple qui combat l'éducation, qui préfère continuer de vivre de la chasse et de la cueillette. Parce que c'est sa culture et c'est sa tradition. Et c'est avec ça que vous voulez que l'on lutte contre la bombe atomique. C'est vraiment ça. Vous êtes sûr que c'est ça la solution pour lutter contre la bombe atomique américaine? Avec les pygmées? Non. On a besoin de s'arrimer à notre temps. Et notre temps, c'est celui de la technologie. Les pygmées n'ont pas maîtrisé la technologie. Et si demain, un étranger décide de venir décimer les pygmées, il peut. Parce qu'avec des kalachnikovs, avec des gaz lacrymogènes, en une journée, ils sont totalement décimés. On a eu de grands empires en Afrique. L'empire Songhai, magnifique. L'empire du Ghana et beaucoup d'autres empires. Et tous ces empires sont partis. Parce qu'ils ont toujours été battus par un autre empire plus fort qu'eux. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui est plus fort que toi? C'est quelqu'un qui maîtrise une technologie que tu ne maîtrises pas. Pourquoi est-ce que les pays africains s'agenouillent, supplient les autres nations dans le monde entier? Et pourquoi est-ce que la petite Corée du Nord tient tête à tout le monde? Parce que la Corée du Nord a la technologie de la bombe nucléaire. Et si tu t'amuses, Kim Jong-un appuie sur le bouton. Et ça peut faire très mal partout. On vit dans un monde qui ne respecte que ça à la force. Donc je pense que pour que l'Afrique se développe, elle n'a pas besoin de devenir musulmane, chrétienne ou XYZ. Elle a besoin de travailler à la spiritualité, elle a besoin de travailler à la technologie. Elle a besoin d'acquérir la science. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a dit. Si les Africains veulent se relever, ils doivent maîtriser, vivre, être absorbés de science. Est-ce qu'il y a un intérêt à revenir à cette spiritualité? Oui. Je n'ai pas dit que c'était sans intérêt. Attention, ne me prenez pas mal. Je n'ai pas dit que connaître sa culture ou son origine ne sert à rien. Je n'ai jamais dit ça. Non. Ça a un rôle. Ça permet de pouvoir se retrouver. Ça permet de savoir quelles sont ses origines. Ça permet de savoir d'où on vient. Mais de là à dire que c'est ça qui va faire qu'on se développe, pour moi, il y a un fossé. C'était ma position sur le sujet. C'est un sujet hyper sensible, je le sais. Et certains peuvent penser que parce que je suis chrétien, ma position est biaisée là-dessus. Mais j'ai toujours aimé avoir une analyse analytique des choses. Et je ne suis pas devenu chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas devenu chrétien parce qu'on m'a dit que le colon a voulu que je sois chrétien. Ce n'est pas le cas. Je suis devenu chrétien très tardivement. Mais avant de devenir chrétien, contrairement à beaucoup de gens, j'ai pris le temps d'étudier les religions. J'ai pris le temps d'étudier la spiritualité africaine, d'étudier
le Coran, d'étudier la Bible et d'étudier plein d'autres courants, notamment les courants hindouistes et bouddhistes. Et ensuite, j'ai décidé de devenir chrétien. C'est le fruit d'une réflexion. Je suis scientifique et cartésien, et peut-être qu'un jour je vous expliquerai qu'est-ce qui m'a convaincu dans la foi chrétienne. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'un colon aurait pu éventuellement dire. Tout est dans le texte. Parce qu'en fait, si vous voulez critiquer un courant, ne le critiquez pas sur la base des comportements des personnes. Parce que les êtres humains sont faillibles. Critiquez-le sur la base de son texte. C'est là que vous pourrez trouver de véritables raisons de le critiquer. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet-là. Donc je pense que les chers amis, les chers copains qui sont sur Internet à parler de spiritualité africaine à gauche, à droite, et qui eux-mêmes savent très peu de choses de leur propre pays d'origine, notamment ceux qui sont dans la diaspora, là, ils parlent de la spiritualité africaine. Ils ne connaissent pas l'Afrique, ils n'y viennent jamais. Mais ils font des révolutions sur Internet par rapport à la spiritualité africaine. Les gars, je ne comprends pas votre cohérence, quoi. Soyez cohérents. Si vous voulez être cohérent par rapport à la spiritualité africaine, revenez au pays, allez au village, allez rencontrer les ancêtres, les Mbombok et tous, discutez avec eux, comprenez la culture, allez faire le culte des crânes, allez vous imbiber de la réalité de ce que vous prétendez sur Internet, et puis apprenez déjà votre propre langue. Apprenez votre langue, ce serait un bon début. Ce serait un bon début pour être un peu cohérent. Mais je pense que beaucoup de gens, en réalité, font du rejet. C'est-à-dire, les gens ont voté pour Macron en France, pas parce qu'ils étaient tant que ça pour lui, mais ils ne voulaient pas du Front National. Ils n'en voulaient pas. Et donc, je pense que beaucoup de gens vont vers la spiritualité africaine ou vers d'autres courants comme cela, pas parce qu'ils savent même réellement ce qu'il y a dedans, ils ne savent rien de ce qu'il y a dedans. Parce que si tu commences à leur parler de la spiritualité africaine et que tu leur parles de l'aspect des sacrifices, oui, parce que les sacrifices existent, ou du moins existaient dans la spiritualité africaine. Vous êtes d'accord avec les sacrifices? Renseignez-vous là-dessus. Je ne vous en dis pas plus. Sujet très profond, très passionnant. Dans les commentaires, je le préviens tout de suite. J'ai pris le temps de parler calmement, posément, respectueusement. Et je suis ouvert au débat et à la critique. Faites-le intelligemment et posément et on vous lira. Si vous venez pour insulter, vous n'avez pas votre place au milieu de nous. Soyons déjà respectables entre nous, parce que je le dis aussi en conclusion. Il n'y a pas une Afrique unie dans laquelle tout le monde croira la même chose. Ça n'existe pas, ce rêve-là. Ça ne se fait nulle part. Aux États-Unis, en France, en Chine, il n'y a pas un endroit là où tout le monde croit la même chose. Donc, si vous voulez que les gens marchent avec vous, respectez aussi leur position et leurs croyances. C'est le minimum et le béaba. Je respecte la spiritualité africaine, je respecte ceux qui croient en ça, même si je ne crois pas en ça. Il y a beaucoup de gens autour de moi, avec qui je travaille même, qui croient en ça et qui savent que je suis chrétien, et ça ne pose pas de problème. Je travaille avec des musulmans, des chrétiens, même des athées, groupe très compliqué à définir, mais ce n'est pas ça qui définit le fait qu'on ait des rapports humains entre nous. Donc ceux qui veulent venir commencer à insulter tous ceux qui ne croient pas comme eux, qui ne pensent pas comme eux, vous n'êtes pas les bienvenus au milieu de nous. Merci beaucoup, très bientôt.